c'est avec un grand plaisir qu'on accueille pour la seconde fois Laurence Decoq ce soir. Alors elle était venue nous parler de son travail, de son enquête autour de Céline Alvarez pour la revue Le Crieur. Et aujourd'hui, elle vient nous présenter son dernier ouvrage qui vient de sortir, là, il y a moins d'une dizaine de jours, qui s'intitule Sur l'enseignement de l'histoire, et qui est un livre, elle va nous en parler évidemment beaucoup mieux que moi, mais qui est un livre qui balaye même plus un siècle, plusieurs siècles, puisque ça commence, voilà, d'enseignement de l'histoire. Pour poser la question de ça, qu'est-ce qui fait que cet enseignement soit aujourd'hui une question particulièrement vive, une question la plupart du temps instrumentalisée par des gens qui finalement n'y connaissent pas grand-chose, voire n'y connaissent rien. Et que ce débat, il est aujourd'hui confisqué à ceux et celles qui, justement, par leur pratique quotidienne, au sein de leur classe, alors leur classe, on en parlait juste avant, c'est-à-dire du primaire jusqu'au second degré, j'ai pas souvenir que tu abordes l'université, c'est vraiment jusqu'au bac. Voilà, une parole confisquée sur cette question, et que du coup, il est vraiment important d'aborder, de présenter. Et avec ce livre, on a non seulement cette présentation assez exhaustive, mais surtout une présentation accessible vraiment à tous et à tous. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre pour les professeurs d'histoire-géographie ou les universitaires, même si chacun y trouvera de quoi nourrir sa réflexion et son regard et son discours sur l'école. Mais c'est vraiment extrêmement accessible, très très lisible, et voilà, on prend en plus un plaisir à le lire, et moi je l'ai lu d'une traite, voilà, sans m'arrêter, et puis le nombre de pages cornées indique l'intérêt qu'on peut y trouver. Mais c'est extrêmement sincère. Les vidéos couvantes, je ne le dis pas chaque fois. Voilà. Donc, pendant qu'on vous occupe un petit peu, pendant qu'on a commencé à parler, je vous fais circuler une petite feuille où vous pouvez, si vous n'avez pas fait aux rencontres précédentes, nous indiquer vos coordonnées, afin qu'on puisse vous informer des prochaines rencontres. J'ai dit que c'était mensuel. Et voilà, et puis dire qu'en général, on se réunit un petit peu avant pour un comité de rédaction de la revue Notre École, donc qui organise ces rencontres. Et ce comité de rédaction, il est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir nous voir dès 15 h, mais je redonnerai toutes ces informations par la suite. Je vous laisse passer. Et puis, je ne t'ai pas présenté, mais Laurence Decoq, donc tu es professeur d'histoire-géographie en lycée à Paris. Tu es aussi chercheuse en sciences de l'éducation, docteur, un doctorat en sciences de l'éducation. Et puis tu as coordonné un certain nombre de publications, et en particulier autour de cette question d'histoire, parce que tu es particulièrement investi dans le collectif Aggiornamento Histoire Géo, qui est un collectif qui veut porter une parole, ce que j'ai bien aimé, qui veut à la fois porter une parole collective et personnelle. À un moment, tu dis vers la fin du texte, tu dis je, tu dis nous, mais voilà, ça fait partie de la démarche du collectif. Et ça, j'ai trouvé ça pertinent. Voilà. Est-ce que je te lance par une question, peut-être? Pourquoi déjà, au départ Pourquoi ce livre? Oui. Ouais. Bah, écoutez, c'est la question à laquelle je m'apprête à répondre. Bon, merci déjà pour cette seconde invitation. Je suis toujours contente d'être là parce que évidemment, je me sens très proche de ce que vous faites, de ce que vous portez et de tous vos engagements. Et puis, je suis très émue de sortir ce livre parce que c'est le premier que je sors en mon nom vraiment. Et ça, j'insiste là-dessus, ça n'a rien de narcissique. Mais j'en ai coordonné beaucoup, j'ai effectivement été très impliquée collectivement, et je le suis encore et je le resterai. Et j'ai beaucoup écrit, et il y avait ma thèse, etc. Mais c'est le premier livre dans lequel je dis, effectivement, à certains moments, je. Et ça, c'est important dans le parcours en fait, intellectuel d'une chercheuse, d'un chercheur, parce que c'est aujourd'hui où je me dis, je vais pouvoir essayer de porter une parole qui est la mienne sur la question de l'enseignement de l'histoire. Mais cette parole qui est la mienne, ce n'est pas une parole qui va tout bouleverser, tout exploser, tout rénover, comme le font justement ceux qui s'autorisent à parler de tout et n'importe quoi.
C'est une parole qui a vocation à la fois à faire ressurgir tout ce qui existe déjà dans ce domaine, et ça j'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire tout un tas de recherches, une recherche vraiment pléthorique sur la question de l'enseignement de l'histoire et qui est, pour plein de raisons dont on pourra discuter, assez occultée. Et puis à un moment donné, à certains endroits, quand même une parole qui est la mienne où je dis, ben voilà, moi je vais vous faire des propositions qui sont des propositions qui, je crois, compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer, qui existe historiquement, sont des propositions qui n'ont pas encore été faites. Et ça, c'est quelque chose qui est assez jubilatoire dans un parcours intellectuel, voilà, de se dire, je vais tenter ça. La deuxième chose, c'est que, en effet, et je suis contente que tu l'aies relevé, alors le livre, il est en librairie depuis le 15 mars, donc ça fait 2 jours en fait. J'avais le souhait, et ça c'est bien sûr une démarche engagée, j'avais le souhait que ce soit un livre qui soit accessible à tout le monde, aussi bien aux universitaires, et j'en ai un certain nombre en tête, parce que j'aimerais que les universitaires commencent à venir solliciter les spécialistes de l'enseignement de l'histoire quand ils ont envie de parler de l'enseignement de l'histoire, et aussi par tout un chacun, parce que, effectivement, vous le savez parfaitement bien, l'histoire scolaire nourrit un nombre de débats absolument inquantifiables. Dès qu'on bouge une virgule d'un programme, on est sûr d'avoir le JT de 20 h et d'avoir le téléphone qui vibre toute la journée parce que des journalistes vous appellent. Et donc j'avais aussi envie de rendre intelligible pour tout le monde, pour mon boulanger du coin et n'importe qui, et des enseignants également, un petit peu tout ce qu'il y avait derrière. Du coup, voilà comment je l'ai, voilà la raison pour laquelle je l'ai écrit, et voilà comment je l'ai conçu. J'ai souhaité dans un premier temps revenir en effet sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire, mais ça c'est des choses qui ont souvent été faites à partir d'études, de manuels scolaires. Alors souvent on vous dit la Troisième République c'est le Petit Lavis, hein, donc il suffit de parler du Petit Lavis et puis on a parlé de l'enseignement de l'histoire sous la Troisième République. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai eu envie de faire. Ce que j'ai eu envie de faire, c'est avoir le fil rouge suivant, le fil directeur suivant que j'essaie de tenir pendant tout le livre, qui est la question des routines enseignantes. C'est-à-dire, même pas du tout la question de l'extraordinaire, donc des groupes militants, parce qu'il y en a toujours eu, hein, des groupes militants qui se sont créés pour militer sur un enseignement d'histoire différent, etc. Ça, j'en parle un petit peu. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'appelle une histoire par en bas, hein, c'est-à-dire au fond déminer les débats mal posés, sortir par le haut des débats par une histoire par en bas. Voilà. Donc déminer les débats mal posés en m'interrogeant sur ce que l'on sait des pratiques enseignantes et que moi j'appelle les routines enseignantes. Et s'il y a des enseignants ici, je pense qu'il y en a. Ce que j'appelle les routines enseignantes dans ma bouche n'est absolument pas du tout péjoratif, c'est absolument pas du tout disqualifiant, bien au contraire. Les routines enseignantes, c'est ce qui fait la saveur de notre quotidien. Ce sont ces jours où on a très envie et où ça marche, les jours où on a très envie où ça marche pas, les lendemains où on n'a pas du tout envie et où ça marche, et les lendemains où on n'a pas du tout envie et où ça marche pas, ce qui est assez logique et ça arrive assez fréquemment. Ce sont aussi des élèves, voilà, ce sont des élèves qui ont des choses à dire sur ce qu'on leur enseigne, et j'ai aussi voulu essayer de redonner la parole aux élèves dans ce livre, pas simplement aux enseignants. Je vous expliquerai comment, avec des archives aussi, des archives inédites. Ce sont des enseignants sur lesquels tombent des réformes, de plus en plus fréquemment d'ailleurs. Hein, ça aussi je le montre, vraiment une accélération du rythme des réformes. Et les réformes, ce n'est pas simplement des programmes qui sont changés. Hein, c'est aussi des circulaires, des réformes structurelles de l'éducation. J'en parlerai aussi tout à l'heure, mais quand il y a une réforme structurelle, c'est-à-dire quand tout à coup on passe au collège unique, on ne peut plus du tout penser la question des pratiques comme on l'a pensé avant qu'il y ait le collège unique. Ça a des effets immédiats en fait sur les pratiques enseignantes, d'avoir tout à coup une arrivée de nouveaux publics scolaires. Voilà. Donc j'ai voulu réfléchir un petit peu à tout ça et sortir complètement de ce que disait Greg, c'est-à-dire de ces gens qui confisquent l'enseignement de l'histoire. D'abord des universitaires il y a très très longtemps, mais ça encore c'était compréhensible et je vous dirai aussi pourquoi. Mais surtout aujourd'hui des polémistes,
Voilà. Et des polémistes qui sont soit académiciens, soit journalistes tout simplement, qui ont 1 an d'enseignement dans les pattes, même pas toujours l'enseignement de l'histoire d'ailleurs, et qui ne cessent de nourrir des débats qui sont à chaque fois présentés comme des débats inédits, alors que ce que je montre dans le livre, c'est qu'en fait ce sont des débats qui sont intrinsèquement liés à la nature même de l'enseignement de l'histoire et qui existent depuis que l'enseignement de l'histoire à l'école publique existe. Voilà. Donc ma manière de déminer, c'est de reprendre tout ça par en bas, c'est de redonner la parole à ceux qui pratiquent. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le collectif Aggiornamento, hein, je l'ai fondé là-dessus, c'est de remettre la main sur son matériau de travail. C'était vraiment ça, voilà. Savoir de quoi on parle. Donc redonner la parole aux praticiens, redonner aussi la parole aux élèves et donner une visibilité grand public à des travaux historiques sur l'histoire de l'enseignement d'histoire qui existent depuis très longtemps, qui sont extrêmement précieux et qui, pour la plupart, vont à l'encontre de tous les lieux communs sur l'enseignement de l'histoire. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples comme teasing, hein, parce que je vais évidemment pas vous résumer le livre, mais vous donner quelques petits exemples sur ce que aussi, alors oui, j'aime bien aussi dire les choses comme ça, j'ai essayé, et généralement je fais ça dans mon travail, j'essaye d'avoir une manière de poser les questions qui soit un petit peu biseautée. Ça aussi d'ailleurs, ça rejoint la question de la routine. Biseauter, ça veut dire que on n'est pas celui qui arrive et qui dit « vous n'avez rien compris, c'est exactement autrement que ça se passe, c'est tout à fait le contraire de ce que vous dites », ou là vraiment c'est une inversion de problématique. Ça ne m'intéresse pas des masses parce que généralement ça ne fonctionne pas ça. Biseauter, c'est « ah oui, vous posez la question comme ça, c'est pas exactement comme ça que je le dirais, je vais juste faire un petit pas de côté ». Voilà. Et ce que j'essaie de faire dans ce livre aussi, c'est les petits pas de côté. Alors par exemple, je fais un premier petit pas de côté sur la question de la vis. Parce que j'en parle de la vis. Je ne serais pas étonnée, on va voir comment les gens qui m'adorent, entre guillemets, vont recevoir le livre. Je ne serais pas étonnée que l'une des premières choses que l'on dise, c'est « ah, ben De Cock réhabilite la vis ». Parce que de fait, je vous l'annonce, c'est un scoop. Je réhabilite pas, ça veut rien dire, de toute façon il n'y a pas besoin de moi pour être réhabilité ou disqualifié, mais j'essaie de penser Ernest Lavis autrement. Alors par exemple, Ernest Lavis, vous savez tout ce qui c'est. Ernest Lavis, c'est un universitaire sous la Troisième République, c'est un universitaire intéressant, c'est quelqu'un qui était professeur d'histoire moderne, pas du tout républicain, c'était précepteur du neveu de Napoléon III. Donc lui, il était, au contraire, il était napoléonien, enfin il était pour l'Empire, quoi. Et il a réfléchi, c'est quelqu'un qui a énormément réfléchi, qui a toujours été animé par le souci de la transmission à tous les âges. C'est-à-dire de la transmission aux adultes, de la transmission aux adolescents, de la transmission aux enfants, et aux enfants à tous les âges. Ce qu'on appelle le petit Lavis, c'est juste un seul de ces ouvrages, hein, c'est le cours élémentaire, donc c'est le CE1, hein, le petit Lavis, mais des Ernest Lavis, vous en avez pour le cours préparatoire, les cours moyens, il y avait 2 cours moyens, le cours supérieur, la préparation du certificat d'études, les cours à l'université, jusqu'à l'encyclopédie. Donc vous aviez, c'était le même auteur en fait, quelqu'un qui s'intéressait à la question de la transmission pour tous les âges. Et j'ai voulu en fait interroger Lavis comme pédagogue. Donc vous voyez, là, c'est ça que j'appelle une pensée biseautée, si vous voulez. Parce que généralement, les gens qui vont chercher Lavis, c'est pour dire « ah ben vous voyez, sous la Troisième République, au moins on ne faisait pas de pédagogie et ça marchait vachement mieux. » Donc moi, comment est-ce que je prends les choses? Eh bien, je montre que sous la Troisième République, on faisait de la pédagogie. Pas de chance. Et je montre même qu'à sa manière, Ernest Lavis était un pédagogue. Et donc j'interroge le petit Lavis dans sa forme véritablement, et dans sa forme didactisée, pour essayer de comprendre comment cet universitaire a essayé de réfléchir à partir de sa production scientifique, ce qui est rare, hein, ce qui n'existe plus. Hein. Il n'y a quasiment plus aucun universitaire aujourd'hui
qui, par exemple, je sais pas moi, un spécialiste des croisades au XIIIe siècle, qui va se dire, tiens, je vais me demander comment on enseigne les croisades à un enfant de 8 ans, hein, à partir de sa réflexion, hein, de sa production scientifique. Ça n'existe plus. Donc, Lavis le fait, lui. Hein. Il dit, voilà, moi je suis un historien méthodique, et qu'est-ce que je vais prendre dans mes recherches pour faire en sorte que ça passe dans les classes et ça passe aux côtés des tout-petits. Il fait donc ce premier travail-là. Et il fait un travail de mise en forme dans ses manuels que je trouve, moi, assez savoureux, qui est un travail véritablement interactif, hein, puisqu'il s'adresse aux enfants. Et donc il leur dit, regarde, mais vraiment il s'adresse aux enfants, ça c'est pareil, ça n'existe quasiment plus, en tout cas pas dans le secondaire. Regarde, regarde comme le château fort est beau, regarde comme ces Gaulois sont laids avec leurs moustaches, leurs barbes, ils viennent de boire leur bière, etc. Voilà. Et qu'en penses-tu, etc. Donc en fait, alors qu'on est à un moment où l'histoire est en train de se constituer comme une science, c'est-à-dire qu'on a des gardiens de la science qui sont en train de se mettre en place là, en disant attention, hein, pas de subjectivité, on croise les sources, on les critique, on fait une histoire ultra positiviste avec un récit très rationnel du progrès, etc. On n'y met aucun affect. Eh bien, la même personne, elle, va assumer complètement la question des affects, la question de l'anachronisme, la question de regarde, vas-y, t'as vu comment il est moche, qu'est-ce que t'en penses, t'es content, ils ont perdu, ils ont gagné, t'en penses quoi, t'aurais fait quoi, etc. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant parce que quand on est praticien, quand on enseigne l'histoire, et surtout avec les tout petits, mais aussi avec les plus grands, en réalité, on peut bien se défendre comme on peut de dire non, non, oh là là, moi je reste dans l'objectivité historique, oh là là, mais jamais je fais un écart. En réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que quand on fait de la pédagogie de l'histoire, quand on fait de la didactique de l'histoire, il y a un moment où on a envie que les mômes y comprennent, alors on dit, bon, on a un môme qui dit, mais oui, mais alors Louis XIV, c'est comme Hitler. Alors on dit, non, c'est pas comme Hitler. Et après on dit, ok, c'est vrai, c'est pas comme Hitler, mais bon, pourquoi il me dit ça? Ben oui, parce que quand même, c'est le pouvoir personnel, etc. Donc on fait pas, oh, va des rétro-anachronismes, tu ne deviendras jamais historien, tu n'as pas le droit de faire cette comparaison, etc. Voilà. Et ça m'intéressait de voir que cette réflexion-là, elle était déjà, en fait, chez Lavis, qui par ailleurs fait des conférences dans tout le pays pour former des enseignants. Hein. Et pareil, autre chose, non, je ne vais pas délivrer tout le livre, juste un deuxième exemple, mais autre chose, on entend aussi régulièrement, ah, bah, sous la Troisième République, nos hussards noirs de la République, ils avaient aussi cette espèce de neutralité, ou en tout cas comment dire, ils s'empêchaient de professer une forme de possible désobéissance ou de possible désordre. Donc, quand vous écoutez Lavis, quand il fait des conférences à des enseignants, ou même quand il écrit dans le dictionnaire de Buisson, on en parlait, Lavis dit, en fait, un cours réussi, c'est un cours dans lequel vous faites de la politique comme M. Jourdain, c'est-à-dire sans savoir. C'est pas tout à fait l'allégeance complète au pouvoir et à l'ordre, vous voyez. Voilà, donc ça m'intéressait aussi de montrer un petit peu toutes ces façons de penser autrement un personnage, qui n'est pas non plus d'ailleurs le personnage emblématique de la Troisième République, hein, parce qu'il y avait plein de manuels, d'ailleurs c'était pas le plus diffusé, hein, le plus diffusé c'était le Gauthier Deschamps. Mais voilà, c'est toujours celui-ci qu'on prend, et puis surtout aujourd'hui, les détracteurs de l'enseignement d'histoire, notamment quelqu'un comme Dimitri Casali, s'est targué de poursuivre le petit Lavis, si vous voulez. Donc là, il fallait quand même que je dise non, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce personnage. Vous ne pouvez pas, vous, prendre ce petit Lavis pour en faire une sorte de Bible de l'ordre réactionnaire, alors que sous la Troisième République, c'était quand même un petit peu plus compliqué que ça. Puis il le reprend apparemment sans l'avoir lu. Ah, il le reprend sans l'avoir lu. Voilà. Voilà, ça aussi j'explique, c'est-à-dire qu'il a sorti en fait il y a 2-3 ans, je ne sais plus, le petit Lavis continué. Donc, ça c'est le coup éditorial Armand Collin, con. Donc le petit Lavis continué. Donc c'est Dimitri Casali qui qui poursuit le petit Lavis en allant jusqu'à nos jours, quoi. Passant par Vichy, la guerre d'Algérie, etc. Donc vous imaginez le truc, quoi. Donc on voit les photos, la guerre d'Algérie, bon, effectivement on voit les pieds noirs qui arrivent à Marseille, bon, on voit que ça de la guerre d'Algérie. Ou alors vous avez des questions sur le mode Pétain a-t-il installé la collaboration, point d'interrogation. Bon, et surtout,
justement aucune tendresse. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je montre, c'est que dans le Petit Lavis, il y a de la tendresse vis-à-vis des enfants. Et ça, c'est pas rien. Hein, pédagogiquement, c'est pas rien la tendresse. Aujourd'hui, on dit la bienveillance, mais la tendresse, vraiment, ce sont des ouvrages qui sont, voilà, qui moi en tout cas m'ont touchée parce que c'était la première fois que j'essayais de les interroger de cette façon-là. Ouais. Une question qui m'a laissé perplexe, hein, sous la plume de Dimitri Casali, c'est en quoi la 4e République se différencie-t-elle? Oui. Non, non, mais voilà. Lui, on peut même pas dire qu'il fait de la pédagogie comme Monsieur Jourdain, parce que vraiment, là, c'est impossible, quoi. Mais c'est nul et c'est une honte. C'est une honte, parce que c'est vraiment... D'abord, il faut être d'une prétention inouïe pour dire « je vais poursuivre le Petit Lavis ». Bon, bah ça, on sait que ça ne dérange pas, quoi. Mais au moins, on se renseigne un petit peu, on lit les pages d'avant. Mais ça, c'est anecdotique, parce que c'est justement aussi pour couper l'herbe sous le pied à tous ces gens que ce livre existe. La deuxième chose que je voulais faire et qui me semblait importante, c'était effectivement de parler autant du primaire que du secondaire. Parce que lorsqu'on entend les débats sur l'enseignement de l'histoire, c'est toujours indifférencié en fait. C'est toujours indifférencié et on ne sait jamais exactement si on est en train de parler de l'école primaire, des petites têtes blondes, etc. Ou si on est en train de parler du collège. D'ailleurs, généralement, les débats les plus vifs sont des débats sur les programmes du secondaire. Mais la configuration des débats, tels que portés dans l'espace public, laisse penser aux gens qui n'y connaissent rien qu'en fait ce sont des enfants de 6-7 ans qu'on manipule. Voilà. Donc moi j'ai voulu vraiment parler des deux pour montrer aussi que c'est en fait très très différent dès le début la façon dont se configure un enseignement d'histoire à l'école primaire et la façon dont se configure un enseignement d'histoire dans le secondaire. Et la principale différence, elle est celle-ci. Quand se met en place un enseignement d'histoire dans le primaire, on est dans une logique d'école pour tous, donc on est dans une logique de démocratisation. Et on est dans une logique aussi de 80 voire 90% des gamins qui vont arrêter l'école après l'école primaire, qui ne vont pas poursuivre dans le secondaire. Donc là, vous avez un enseignement d'histoire qui est configuré, pensé comme devant couvrir l'ensemble de toutes les problématiques de l'histoire de l'humanité, mais surtout comme devant être un petit peu le minimum nécessaire pour la construction des enfants comme citoyens, puisqu'on se dit la plupart arrêtent. Donc c'est une logique qui est une logique de démocratisation. Même si on sait, l'action, c'est pas savoir ça marche pas, hein, mais dans sa philosophie de départ. Tandis que dans le secondaire, avec notamment l'agrégation, etc., avec, à la fin du XIXe siècle, 5% des élèves les plus dotés financièrement, socialement et les plus dotés intellectuellement qui vont passer le bac. Et bien là, on a d'emblée une histoire scolaire qui se configure complètement autrement. On a une histoire scolaire qui est sélective. On a une histoire scolaire qui est mise au service de la fabrication des élites. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Entre une première matrice qui se veut un petit peu l'ouverture à tous, et une seconde matrice qui est une matrice sélective avec des enseignants agrégés, il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que le CAPES soit créé. Hein. Au départ, c'est l'agrégation, on est vraiment dans l'élite de l'élite. Et on imagine former, enfin d'ailleurs le lycée forme des fonctionnaires de l'État, des métiers qui sont les métiers les plus reconnus socialement. Et là, l'enseignement d'histoire est au contraire un outil de sélection sociale. Et au fur et à mesure de l'avancée de la démocratisation au XXe siècle, donc sous Jean Zay, et puis ensuite une deuxième salve très importante après la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite Fontanet, et puis ensuite évidemment le collège unique, etc. Ce qui va se passer, c'est la rencontre de deux logiques contradictoires en fait de l'enseignement de l'histoire. Une logique de démocratisation qui est celle du primaire, et une logique de sélection qui est celle du secondaire. Et je crois que l'une des pistes pour comprendre les résistances, qui sont des résistances quasiment essentiellement dans le secondaire en fait, les résistances à la pédagogie, les résistances à ce qu'ils appellent la simplification des programmes, c'est aussi parce que nous, dans le secondaire, au lycée, agrégé, etc., nous sommes malgré tout les héritiers d'une histoire scolaire qui est une histoire sélective. Les raisons pour lesquelles, par exemple, l'un des plus grands débats
l'une des plus grands scandales de ces dernières années sur l'enseignement de l'histoire, c'est la suppression de l'histoire-géographie en terminale scientifique. C'est pas la suppression de l'histoire-géographie en CAP ou en bac pro. C'est les terminales scientifiques. Et là, ça mobilise jusqu'au cabinet jusqu'au futur cabinet de Hollande, puisqu'il le met dans son programme électoral en disant, quand même dans son programme électoral, je vous promets que je vais rétablir l'histoire-géographie en terminale scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, en fait, quand on touche au caractère élitiste de cet enseignement, c'est là où c'est branle-bas de combat. Donc ça me semblait important aussi de donner à voir ces différentes logiques du premier et du second degré. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'était sur l'influence de la réflexion et des pratiques de pédagogie active. Là aussi, on dit souvent, ah mon Dieu, enfin le on représentant ceux qui confisquent la parole sur le sujet, sous la Troisième République, on ne faisait pas de pédagogie, donc c'était très bien, etc. Puis grosso modo, la pédagogie active, c'est quand même resté un truc de militants syndicalistes dans des groupes d'éducation nouvelle, etc. Mais enfin, ça ne s'est jamais diffusé dans les classes. Et puis surtout, il y a toujours eu un blocage extrêmement fort par l'inspection. Alors moi, je suis allée lire des ouvrages écrits par des inspecteurs du premier degré au XIXe siècle. Et j'ai trouvé des ouvrages qui sont vraiment de l'incitation à la pédagogie active, par exemple, par l'institution elle-même. Et des résistances, en revanche, dans les classes. Alors vous verrez, il y a des trucs qui sont un petit peu savoureux dans le livre, c'est des citations de rapports d'inspection. Je peux vous dire que nos rapports d'inspection d'aujourd'hui sont gentils. Parce qu'alors là, c'est carrément, alors habillé n'importe comment, marge-voûté, on se demande bien ce qu'il fait là, regarde ses chaussures en parlant, enfin bon, c'est des trucs qui sont ultra violents. Mais ça, c'est pour rigoler un peu. Mais voilà, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on trouvait ces incitations en fait, c'était des réflexions psychologiques, ça partait aussi de la mise en place de la psychologie, des réflexions sur la psychologie, donc c'était des inspecteurs qui se disaient, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on sait de la psychologie de l'enfant, mais à la fin du 19e siècle, hein, qu'est-ce qu'on sait de la psychologie de l'enfant, qu'est-ce qu'on sait de comment il apprend, voilà, comment est-ce qu'il restitue les apprentissages, etc. Et donc ils écrivaient des ouvrages qui descendaient dans les écoles normales, hein, de formation d'enseignants, qui étaient à ce moment-là en train de se mettre en place, dans lesquels ils disaient... il faut, alors aujourd'hui on dit il faut de la motivation, c'était pas le mot de l'époque, mais voilà, il faut véritablement les stimuler, il faut que vous fassiez des sorties, il faut que vous alliez dehors, il faut que vous les rendiez actifs. En gros, ils auraient presque pu écrire, il faut qu'ils construisent leur savoir. Alors ça, évidemment, quand Natacha Polony va tomber là-dessus, ça va être une catastrophe, mais ça me semblait intéressant de voir que cette idée, en fait, quand on est un tantinet pédagogue, on le sait, hein, que cette idée d'impliquer des élèves dans la construction de leur savoir, c'est une idée qui n'a pas attendu la mise en place de l'éducation nouvelle, officiellement en tout cas, pour se diffuser. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors, avec des résistances enseignantes, hein. Les enseignants ne savent pas très bien comment faire, mais c'est ce que je montre aussi, c'est que la sociologie des enseignants sous la Troisième République, c'est pas... le hussard noir qui est super bien formé, qui prend sa classe, ou la hussarde noire, en disant ça y est, je vais remplir ma mission. Hein. C'est un coup, on n'a que le curé sous la main, hein, c'est pas de chance, mais bon, voilà, il est là, on est dans un petit bled, on n'a personne d'autre. C'est un coup la dame qui aide à la mairie, qui va à la fois travailler à la mairie puis donner des cours à l'école. C'est comme ça, c'est fait de briques et de broc aussi, hein, l'histoire de l'école. Donc ce que j'essaie de montrer aussi, c'est qu'on ne peut pas penser l'histoire d'une discipline sans la référer aussi à l'histoire de la construction d'un système scolaire. Donc j'ai quelques pages aussi qui rappellent en fait l'histoire de la construction de ce système scolaire. Et évidemment, quand on a une petite école de village, il n'y a même pas d'ailleurs encore le local école, où vous avez des enfants, mais vous savez sans doute tout ça, hein, vous avez des enfants qui viennent, puis repartent, il y a les travaux au champ, donc ils ne sont pas là pendant 15 jours, puis après ils reviennent, etc. Par exemple, pourquoi est-ce que les programmes à l'école primaire sont des programmes qui sont spiralaires? C'est-à-dire qu'en fait, ils répètent toujours la même chose,
Du cours préparatoire, au cours élémentaire, on refait un cycle, au cours moyen, on refait un cycle. Ben, tout simplement parce que les mômes, ils ne sont pas là du premier jour jusqu'au dernier jour. Donc en fait, l'idée de ceux qui conçoivent les programmes, c'est de dire, nous ce qu'on veut, c'est qu'à la fin du primaire, tous les enfants aient tout vu. Donc s'ils ont raté tout Charles Martel en cours élémentaire, c'est pas grave, ils le verront en cours moyen. C'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'on voit Charles Martel qu'au cours moyen. En fait, c'est spiralaire et à chaque fois, ça s'enrichit d'une dimension supplémentaire, de thématiques supplémentaires. Ça se complexifie un petit peu. Mais l'idée, c'est quand même cette idée de répétition. Et donc, à l'école primaire, on a tout bouclé. Vous voyez? Voilà. Donc ça, je voulais insister aussi sur cette différence entre le premier et le second degré. Tu m'arrêtes parce que moi, je t'arrêterai, mais pour l'instant, non. J'avais une autre chose aussi. Alors ça, c'est de la première main, qui était quelque chose sur lequel j'avais envie de travailler depuis longtemps. Non, avant ça. Avant ça, j'avais aussi envie de revisiter un petit peu mai 68, forcément. Et je savais qu'il y avait ça c'est pas moi qui les ai trouvés, mais qu'il y avait dans les comités d'action lycéens des textes très très intéressants de prise de parole de lycéens sur ce qu'ils souhaitaient voir changer dans le système éducatif en général et dans certaines disciplines, et notamment dans l'enseignement d'histoire. Donc je suis allée lire les comités d'action lycéens, et notamment il y a un numéro des cahiers pédagogiques, je parle beaucoup des cahiers pédagogiques dans ce livre, je fais une petite dédicace, et donc il y a un numéro des cahiers pédagogiques qui s'appelle « Les lycéens ont la parole », qui est sorti en 68, qui est en fait une sélection de propos de lycéens, de comités d'action lycéens. Et ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, c'est que ces lycéens, alors l'une des matières qui est la plus décriée, c'est l'enseignement d'histoire. Parce que c'est marrant aussi, comment c'est vraiment des choses, il y a des pesanteurs sur cet enseignement qui sont très très fortes, ça aussi j'essaie d'expliquer pourquoi. Et en fait ce que réclament les mômes, c'est du politique. Ils disent on veut du politique. Voilà, on veut que cet enseignement d'histoire nous permette de penser politiquement. Et ça, je trouve ça génial. Et ils font des contre-propositions. Et dans le livre, je mets même des propositions d'élèves, des propositions de séquences. Bon, sur la Chine, au hasard. et j'ai trouvé ça vraiment chouette que ce soit des gamins qui disent, enfin des gamins, c'est lycéens, donc c'est pas des enfants, mais qui disent, ben voilà comment nous on aimerait que vous procédiez. Donc allez, c'en est fini des dissertations, on en a marre des dissertations, on en a marre de la chronologie, on en a marre des dates, etc. On veut penser politiquement, on veut participer. On veut que ce soit fait sous la forme d'exposés, on veut aller faire nos recherches, etc. Et que ce soit une demande qui émane des élèves eux-mêmes. Ouais, il y en a un qui dit on veut travailler les cours à la maison. Oui, des classes inversées. Ouais. Voilà, ouais. Et en classe, on veut en parler, discuter, débattre, et voilà. Et sur les exposés, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'ils disent on veut faire des exposés, bon, on a l'habitude, mais l'idée, c'est que ces exposés circulent dans les autres classes, c'est-à-dire que ça ne reste pas enfermé juste avec les copains de la terminale A, B, machin, mais que ça circule et avoir une démarche qui rappelle beaucoup Freinet, en fait. Oui, tout à fait. Et alors, là, c'est l'endroit où je parle beaucoup. Bon, vous savez sans doute que j'étais très proche de Suzanne Citron, qui est décédée il y a quelques semaines. C'est l'endroit aussi où j'en parle beaucoup parce qu'elle enseignait au lycée d'Anguin à cette époque-là et elle a fait ce genre d'expérimentation pédagogique. Elle était très très active à ce moment-là. Alors, il se trouve qu'en vidant son appartement, parce que je suis un peu responsable de ses archives, je suis tombée sur un truc que je ne connaissais pas du tout. J'ai pas pu en parler dans le livre, sinon je l'aurais fait. Mais il y avait chez elle encore un rouleau comme ça qui traînait sous un lit. Et on l'a déroulé. En fait, c'était un panneau de travail de ces lycéens. C'était un panneau sur le néolithique. Voilà, où c'était les lycéens qui avaient fait tout un truc. Alors évidemment avec les trucs de Suzanne, c'est-à-dire la circulation des hommes et des femmes depuis le néolithique, etc. Donc voilà, c'est chouette aussi d'avoir cette histoire des pratiques et de choses qui se faisaient vraiment. C'était pas simplement des déclarations d'intention. Et dans le même ordre d'idées, ce que j'ai voulu aller voir, et cette fois c'était de sources de première main, j'ai voulu travailler sur la pédagogie de l'éveil. Vous savez qu'en 69, il y a la pédagogie de l'éveil qui se met en place à l'école primaire, et la pédagogie de l'éveil, c'est la suppression de l'enseignement de l'histoire-géographie, des sciences physiques, etc.,
pour une pédagogie très interdisciplinaire qui s'appelle pédagogie de l'éveil et qui permettait de faire de l'histoire-géographie à partir d'un objet. On allait traquer l'histoire du papier, qui permettait aussi d'aller sur le terrain. Hein. On incitait les enseignants et les élèves à aller sur le terrain, visiter des châteaux forts, etc., dans des usines. On demandait aux élèves, c'est une période où il y avait beaucoup d'histoires sociales qui étaient faites dans les classes, on demandait aux élèves de faire des entretiens avec leurs parents, en demandant alors comment ça se passe, les enfants d'ouvriers, comment ça se passe dans l'usine, raconte-nous comment ça se passe, etc. Et de comparer avec ce qui se passait sous l'industrialisation au XIXe siècle. Et en fait, cette pédagogie de l'éveil a été beaucoup décriée de deux façons. D'abord, bon, par les contempteurs de la pédagogie en général, ça c'est évidemment, c'est pas très étonnant, puisqu'ensuite ça a donné lieu à un très grand débat sur on n'enseigne plus l'histoire aux enfants, etc. Ça fait toute une énorme polémique, ces programmes-là. Mais ça a été aussi décrié, ou en tout cas déconstruit par des historiens de l'éducation qui, par le biais d'enquêtes, se sont rendus compte que finalement peu de profs appliquaient la pédagogie de l'éveil et qu'en fait ils continuaient à faire l'histoire de France de manière tout à fait classique, etc. Alors c'est vrai, ces enquêtes-là existent, hein, il ne s'agit pas de les nier, elles sont là, je les ai reprises, je les ai relues, etc. Donc indéniablement, dans beaucoup d'écoles en France, les enseignants n'ont pas forcément fait la pédagogie de l'éveil. Mais moi j'avais vu qu'aux Archives nationales, il y avait des cartons sur la pédagogie de l'éveil. Et quand même, ça m'intriguait d'aller voir ce qu'il y avait dedans. Et je suis tombée sur des enquêtes menées par l'Institut national de la recherche pédagogique. Ça a disparu, aujourd'hui c'est l'IFE. À l'époque, c'était l'Institut national de la recherche et de la documentation pédagogique, l'INRDP. Et en fait, il y a des enquêtes qui ont été menées sur des centaines de classes, en interaction en fait, des enseignants et des chercheurs, sur plusieurs années. Et il y a des cartons pleins sur la pédagogie de l'éveil. Et en fait, j'ai découvert des trucs qui sont des trucs absolument passionnants d'enseignants qui théorisent véritablement cet enseignement de l'histoire à partir de la pédagogie de l'éveil, qui réfléchissent presque épistémologiquement, construction du temps par exemple, hein, construction des repères, construction du temps, construction du discours, réflexion sur le pouvoir. Je donne un exemple sur des enseignants qui font faire à des élèves une chaîne du pouvoir. Je trouvais ça génial. Et à la fin, il y a des tests pour savoir si les gamins qui ont fait de la pédagogie de l'éveil sont meilleurs que les gamins qui n'en ont pas fait. Donc il y a des échantillons tests avec des gamins qui ont fait pendant plusieurs années de la pédagogie de l'éveil, puis d'autres qui n'en ont pas fait. Et alors je ne vais pas vous dire c'est la pédagogie de l'éveil qui gagne, c'est pas vrai, mais en fait c'est pareil, c'est-à-dire en fait c'est aussi mauvais l'un que l'autre. Et du coup je trouvais ça intéressant parce que la pédagogie de l'éveil a aussi été supprimée au nom de l'idée que ça empêchait les élèves de faire de l'histoire et qu'ils ne connaissaient plus l'histoire de France, etc. Gna gna gna. Alors qu'en réalité, moi je pense qu'il y a des gamins qui ont fait des choses absolument passionnantes, hein, et que c'était pas ni mieux, enfin ni plus, ni moins efficace, en tout cas quand on pose des tests de connaissances après. Mais je pense qu'il en est sorti autre chose en réalité que des connaissances, justement. L'autre chose que je montre, c'est que toutes les enquêtes, je pense là, mais toutes les enquêtes qui ont été faites sur les connaissances des élèves, et ça commence très tôt, sont toutes alarmistes. Hein. Donc ça c'est pareil, hein, le micro-trottoir, il confond Louis XIV et Napoléon, c'est horrible, c'est la chute de la civilisation. Il faut savoir que toutes les enquêtes sur lesquelles je suis tombée sont des chutes de civilisation. Et puis je termine évidemment en faisant le grand saut des propositions. C'est là où je m'autorise à dire je et nous. Parce que nous avons des propositions au sein du collectif Aggiornamento qui ont été réfléchies collectivement, donc ça c'était tout à fait normal que je les relaie de manière collective. Hein, donc je précise, voilà, ce sont les propositions du collectif Aggiornamento, ça fait quand même, c'est 2011, donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on existe, donc on a réfléchi un peu à tous les types de programmes de primaire, de collège et de lycée. Donc je les retrace, je les résume et je les retrace. Et puis des propositions qui sont plus personnelles,
qui me sont venues aussi à force de réflexion plus individuelle sur tout ça, et que j'inscris dans des pistes qui sont discutables, hein, et que j'aimerais d'ailleurs discuter, mais que je ne vais pas vous donner là, parce qu'il faut que vous achetiez le livre, mais que j'inscris dans ce que j'appelle, dans ce qu'on pourrait appeler, ce qui serait pour moi en tout cas une histoire émancipatrice. Une histoire active, c'est-à-dire une histoire en fait qui provoque la conscience de se sentir un acteur du présent grâce à la conscience qu'il a existé avant soi des acteurs du passé. Et donc voilà, ça c'est toute ma réflexion sur comment réfléchir à une histoire qui soit active et émancipatrice dans le sens où elle n'est pas censée déclencher uniquement des réflexes d'adhésion ou de consentement à la nation, à la patrie, à la République, je reviens évidemment là-dessus, mais qu'elle suscite des réflexions de critique possible, et qu'elle permette de s'autoriser la critique, et qu'elle permette de s'autoriser aussi la proposition alternative, et qu'elle soit véritablement émancipatrice, non pas parce qu'elle serait de gauche, parce que le prof est de gauche, mais parce qu'elle laisserait la possibilité aux gamins, je vais le dire de façon un peu triviale, c'est enregistré mais c'est pas grave, mais qu'elle leur laisserait la possibilité de devenir de droite. Et que c'est tout ce qui la distingue de l'histoire militante. Voilà. Une histoire émancipatrice, c'est une histoire où le pédagogue prend le risque, ce que disait déjà Freinet très bien, où le pédagogue prend le risque que la production de savoir soit utilisée à des fins qui ne sont pas forcément celles qu'il aurait souhaité lui. C'est ça, parce que c'est à partir de là qu'on reconnaît que les gamins se sont émancipés de nous. Et ça, c'est, je pense, une réflexion qui est absolument fondamentale, aussi pour court-circuiter les procès qui nous sont régulièrement faits d'endoctrinement gauchiste, de petites têtes blondes, voilà, pour dire qu'au contraire, des tentatives d'endoctrinement, il y en a eu, et cette histoire nationaliste, patriotique, revancharde, etc., en est une, indéniablement, mais les pistes que nous proposons, ce sont justement exactement l'inverse, c'est-à-dire l'émancipation et donc la possibilité, à un moment donné, de se décoller de la pensée dominante. Par rapport à ça, si je peux me permettre, moi ce qui m'a marqué et frappé dans la dernière partie, c'est que c'est une émancipation pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Et aussi pour les enseignants. Parce que tu expliques, et vous expliquez, cette injonction paradoxale, ou cette demande paradoxale d'avoir les programmes les plus détaillés, les plus fouillés, les plus précis possibles. Et en fait, c'est un peu se livrer les pieds et les poings liés à l'institution, et que c'est au contraire dans les marges que l'enseignant ou l'enseignante peut conquérir aussi cette émancipation, et du coup, voilà, ça joue aux deux niveaux, et c'est bien relevé. Et puis, alors ça, je crois que c'est assez inédit, enfin, je sais que c'est inédit, je vous ai mis l'histoire des programmes d'histoire depuis le 19e siècle, en primaire et dans le secondaire. Ça, comme je sais, j'ai souvent des étudiants qui me disent « Mais où est-ce que je peux trouver ça, l'histoire des programmes d'histoire et tout ?» Ben voilà, maintenant, ils sont là. Je profite un peu d'avoir la main pour mes questions après. Et pourquoi la question de la chronologie, elle est centrale dans tous les débats? Pourquoi systématiquement, alors que c'est faux, enfin, alors que les programmes disent le contraire, on a un certain nombre de personnes qui viennent en disant il faut rétablir l'enseignement chronologique de l'histoire. Qu'est-ce qu'il est... Enfin, comment t'expliques cette focalisation sur ce point précis? Alors ça, j'y consacre aussi une partie. Hein, la dernière partie, c'est vraiment sur les enjeux du présent, où je montre le recyclage de débats permanents. Donc il y en a une que j'ai appelée la chronologie, toute la chronologie, rien que la chronologie, puis l'autre je l'ai appelée la France, toute la France, rien que la France. Parce qu'en fait, c'est les deux, voilà, c'est les deux aspects qui reviennent systématiquement. Alors, pour essayer de le dire simplement, lorsque je ne vous ai pas parlé du roman national, par exemple. Évidemment, j'en parle beaucoup là-dedans. Hein. Lorsque le roman national se met en place, ça ne s'appelait pas roman national à l'époque, hein, mais lorsque cette manière de raconter l'histoire se met en place sous la Troisième République, enfin sous le Second Empire, c'est une manière de raconter l'histoire qui est une narration très linéaire, très évolutive, et qui repose sur deux choses,
des grands personnages masculins et des dates. On pourrait l'interroger presque sous une forme linguistique en montrant qu'il s'agit d'une forme de narration qui est la narration du pouvoir. C'est la narration du pouvoir. C'est la narration du pouvoir parce que c'est une narration qui est jalonnée par des dates emblématiques, comme quelque chose qui s'imposerait à nous sans que nous ayons prise dessus. Et puis c'est la narration du pouvoir parce que c'est porté par des personnages exceptionnels. Donc c'est une vision de l'histoire qui présuppose, son implicite quand même à cette vision de l'histoire, c'est quand même que vous et nous n'avons aucune prise sur le déroulé du temps, sur le déroulé de l'histoire. Et que ce que vous estimez faire événement ne fait pas forcément événement s'il ne mérite pas d'entrer dans la frise qui est, elle, labellisée par les gens du pouvoir. Ça, c'est vraiment la matrice, je dirais, d'enseignement d'histoire depuis le Second Empire. On ne l'enseigne plus comme ça du tout, mais c'est une matrice qui est là, c'est-à-dire c'est un modèle. C'est un modèle qui est là, qui existe encore, et qui est régulièrement ressuscité, vous le savez, par un certain nombre de gens. Aujourd'hui, ceux qui réclament le retour à la chronologie sont donc des gens qui, en fait, réclament le retour à ce modèle-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de chronologie dans les programmes, parce qu'il y en a indéniablement dans tous les programmes, que ce soit au primaire ou dans le secondaire, tous les programmes sont chronologiques. Mais aujourd'hui, ils sont davantage chronothématiques. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a de la chronologie, quel est l'enseignant qui va enseigner à ses élèves que Jeanne d'Arc a précédé les dinosaures. Ou alors vraiment c'est que ça ne va pas très très bien. Donc bien entendu qu'on est dans une logique de mise en ordre du passé, des événements du passé. Tout le monde le fait. Et même on le construit avec les gamins. Si vous avez des tout petits, vous savez très bien que les toutes petites classes du CP au CE2, même de la maternelle d'ailleurs, sont des classes où on sensibilise les enfants au temps, où on leur fait comprendre que les dinosaures n'ont pas pu être pendant la Première Guerre mondiale. Et on leur fait comprendre, on leur fait construire. Vous voyez bien quand vous avez des gamins qui vous disent, vous dites, ah ben la télé avant c'était en noir et blanc, et vous dites, oh, mais avant le monde était en noir et blanc. Vous voyez, tout ça c'est des trucs qui sont, enfin, moi ça me fascine, je pense avec mon prochain sujet de recherche ça, mais comment des gamins se représentent et construisent le temps. Donc je m'égare un peu. Et voilà, aujourd'hui donc les programmes sont chronothématiques. Et alors, ce qui ne va pas chez ceux qui réclament la chronologie, toute la chronologie, rien que la chronologie, c'est que ces programmes, justement, sont des programmes qui laissent un peu la place, pas suffisamment, évidemment, mais quand même, qui laissent un peu la place à des approches économiques et sociales, à des approches plus populaires, c'est-à-dire qui rompent quand même avec cette certitude que le seul moteur de l'histoire, ce sont des personnages exceptionnels qui s'inscrivent dans des grandes dates. Donc, réclamer la chronologie, toute la chronologie, c'est réclamer un retour à l'ordre. C'est ça que j'explique. Et d'ailleurs, il suffit de regarder qui le réclame pour comprendre que c'est une réclamation de retour à l'ordre. Alors, bien entendu, ils vous disent tout de suite, mais non, mais c'est parce qu'il faut que les gamins aient des repères. Mais je ne vois pas pourquoi une frise chronologique donnerait des repères. Ça n'a aucun sens. Une frise chronologique ne donne pas de repères. Ce qui donne des repères, c'est lorsque des gamins, par une pratique de l'histoire, comprennent que deux périodes ne peuvent pas avoir été au même moment, voilà, parce qu'il n'y a pas les mêmes outils, il n'y a pas les mêmes manières de penser, il n'y a pas le même imaginaire, il n'y a pas les mêmes religions, il n'y a pas les mêmes catégories sociales, j'en sais rien, enfin pour plein de raisons, et que donc ils sont capables, en effet, non seulement de classer un avant, un pendant, un après, mais aussi de classer des causalités, des déroulés, je dis bien des déroulés, pas l'événementiel dans des dates, des causalités, des déroulés et après des devenirs plutôt que des conséquences.